Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'analyse de risque. Le risque est un effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Ça peut être un écart positif ou négatif sur la réussite de ces objectifs. Donc, je vais vous montrer une méthode qui permet de faire des analyses de risque inspirée d'une norme néo-zélandaise qui commence en fait par définir le contexte de l'analyse de risque. Et puis aussi les critères qu'il va falloir appliquer pour cette analyse. Ensuite, on s'intéresse plus spécifiquement au système, c'est-à-dire ce qu'on va analyser. Et puis, à partir de ce moment-là, on va identifier des scénarios de danger qui pourraient représenter ensuite des risques. On va évaluer la probabilité et les conséquences de chacun de ces scénarios, et ce qui va nous permettre finalement d'identifier les risques les plus importants pour le système considéré. Ensuite, on va évaluer les risques, c'est-à-dire voir s'ils sont acceptables par rapport aux critères qu'on a donnés. Et puis, on va traiter les risques inacceptables de manière à éviter qu'on ait un niveau de risque trop haut, par exemple pour l'entreprise ou pour un système industriel. Ensuite, on va effectuer un suivi, ce qui va nous permettre chaque année, par exemple, de remettre à jour les risques de l'entreprise. Je parle beaucoup de risques industriels, donc l'objet du risque peut être soit un système, c'est-à-dire par exemple un chauffe-eau, comme on va le voir après, soit une industrie, qui pourrait par exemple être une industrie de fabrication automobile avec des systèmes de chaînes de montage, etc. Donc pour parler du contexte, j'ai pris l'exemple de l'industrie parce que c'est un peu plus complet que l'exemple du boiler qu'on verra après. Donc évidemment, vous avez tout ce qui se passe en interne dans votre entreprise, mais ce qui se passe aussi dans votre sphère d'influence, par exemple vos fournisseurs, vos clients et vos concurrents, sur lequel vous pouvez peut-être avoir un impact. Et puis après, il y a ce qui est dans la sphère grise ici, qui est la sphère globale, sur lequel vous avez très peu d'impact ou aucun impact, tout ce qui est législatif, politique. Si vous êtes dépendant de matières premières, il y a tout ce qui va dépendre de l'acheminement de ces matières premières, leurs coûts, etc. Vous allez aussi être impacté par l'économie et les marchés, par les fournisseurs d'énergie, par la géographie, parce qu'évidemment ce sera plus difficile de livrer des clients qui sont sur un autre continent que des clients qui sont juste à côté de chez vous. Et puis après, vous devrez aussi satisfaire les exigences en matière d'environnement, et peut-être même que vous serez impacté par l'environnement, par exemple les risques d'avalanche climatique, etc. Alors il est bien clair qu'il n'est pas facile de savoir ce que c'est une probabilité acceptable de décès ou pas. Donc je vous ai donné ici un petit graphe où on voit le nombre d'événements par an, en fonction du nombre de décès par événement. Et puis vous voyez une ligne rouge qui passe par 0,1 décès par an, donc il y a une pente de 0,1 décès par an, et au-dessus de laquelle il est jugé absolument inacceptable d'avoir des risques. Vous avez aussi une courbe bleue qui passe par une chance sur 10 000 de décédés par an, et puis en dessous de cette chance-là, on juge que le risque est totalement négligeable. Entre les deux, on a une zone qu'on appelle as low as reasonably possible, dans lequel il faut réfléchir en fonction des activités qu'on fait. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de risques, comme par exemple le risque que vous avez de décéder d'un accident de vélo, donc c'est 10 puissance moins 6 chances par an par personne. Pour une agression, c'est un peu plus élevé, à peu près 10 puissance moins 4,5. Après, si on regarde les différentes industries, une des industries qui est la plus dangereuse, tout ce qui est mine, pétrole, gaz, dans lequel on est clairement dans la zone à l'ARP. Après, on a un autre hobby qui est assez dangereux, qu'on pratique couramment en Suisse, qui est l'alpinisme, à peu près 2% de chances de décéder par an. Et puis après, on rentre dans la zone des risques inacceptables avec deux activités, dont la première est en fait les navettes spatiales américaines, donc astronautes. On a vu qu'il y a eu 2 accidents en à peu près 30 ans d'exploitation. Et puis, si on s'intéresse finalement à une autre industrie, qui est l'industrie nucléaire, vous le savez peut-être, mais il y a eu 4000 morts à peu près avec l'accident de Tchernobyl, et on peut dire que sur une période d'exploitation de 40 à 70 ans du nucléaire. Finalement, il y a encore quelque chose qu'il faut dire, et ça les assureurs vous le diront certainement mieux que moi, vous pouvez malheureusement monétiser le coût d'une vie, et il correspond à peu près à 1 million de francs. Donc finalement, on va pouvoir définir l'acceptabilité du risque en créant un nouveau critère qu'on va appeler la criticité et qui sera en fait la somme de la probabilité plus la gravité du risque. Donc ici, vous avez une matrice où on a la probabilité en événements par an
et la gravité dans notre cas financière. Et on voit qu'on a créé des intervalles, par exemple entre 0, une chance et une chance par an, on va avoir un niveau 6 de probabilité. Et puis, entre 1000 francs et 10 000 francs, on va avoir un niveau 1 de gravité. Donc ça nous permet de calculer la criticité de chacune des cases de la matrice, avec en haut à droite la valeur la plus grande, 10, et puis en descendant vers la gauche, on va avoir toujours une criticité qui se réduit, 9, 8, 7, puis 6. Grâce à ça, on va pouvoir définir des zones d'acceptabilité, comme par exemple la zone rouge qu'on dessine ici, et qui correspond en fait à une criticité supérieure ou égale à 8, et la zone jaune qui correspond à une criticité supérieure ou égale à 6, mais inférieure à 8. Et puis on pourra dire par exemple que dans la zone rouge, tous les risques sont inacceptables, alors que dans la zone jaune, ils sont acceptables si on prend une mesure de réduction du risque, par exemple. Donc maintenant on va passer à l'applicatif. Voici un système assez simple, un chauffe-eau avec une entrée de gaz qui permet de chauffer de l'eau en étant brûlée dans un réservoir. Pour ça, on a une vanne de réglage qui est commandée par un système électronique et peut être soit ouverte, soit fermée en fonction de la température donnée par une sonde de température, et on chauffera l'eau seulement si on est entre 60 et 80 degrés. Donc le gaz va passer la vanne et puis il va être brûlé par un brûleur. Il y aura une veilleuse qui fait qu'à chaque fois que le gaz est là, ça va s'allumer sans autre problème. Et puis on rajoute à ça quelques éléments de sécurité, comme une vanne anti-retour qui évite à l'eau chaude de se remélanger avec l'eau froide, et une vanne de surpression qui évite au réservoir de monter en pression et donc d'exploser. Finalement, il y a aussi des sorties, donc d'abord un robinet d'eau chaude qui va pouvoir être utilisé par l'utilisateur par exemple pour prendre sa douche, et puis aussi une extraction des gaz brûlés. Alors la première chose à faire, c'est de décomposer ce système en différents éléments, comme on l'a fait ici, et puis on a mis les liens entre les différents éléments à l'aide de flèches. Ce qu'il faut déjà remarquer, c'est qu'il y a certains de ces éléments qui ne font pas partie du système en soi, donc on va les mettre à l'extérieur, par exemple l'eau froide qui provient de l'extérieur, mais aussi le gaz brûlé qui s'échappe vers l'extérieur, ou l'air qui vient de l'extérieur, de même que le gaz. Ensuite, ici, on a mis en évidence un circuit rouge qui est en fait le réglage du réservoir et de la température du réservoir avec un capteur de température, un comparateur et un contrôleur de la vanne de réglage. Ces systèmes étant des composants électroniques, on va dire qu'ils ont une probabilité de défaillance de 1 sur 100 ou de 10-2. En gros, ils vont défaillir une fois sur 100 fois qu'on leur demande de faire quelque chose. La vanne de réglage aura une probabilité de défaillance plus faible, disons 10-4, de même que la vanne de surpression, qui est aussi un composant mécanique, donc 10-4. Donc on a mis en évidence tous les dangers qu'il y avait dans ce système, avec les probabilités de défaillance de chacun de ces sous-composants que je remets ici, 10-2 pour l'électronique et 10-4 pour la mécanique. Maintenant, on veut évaluer un scénario de risque qui, dans notre cas, est le risque d'explosion du réservoir. Alors pour que le réservoir explose, il faut qu'un des composants électroniques ou la vanne de réglage soit en panne et qu'en même temps, la vanne de surpression ne fonctionne pas. Donc on voit là qu'on a des éléments qui sont liés par un OU, donc des éléments qui sont en série, et puis on a quand même une redondance, quelque chose en parallèle, qui est la vanne de surpression, et qui va donc être calculée grâce à un et. Donc l'explosion ou la probabilité d'explosion peut être calculée comme la somme des OU, 10-2 plus 10-2 plus 10-2 plus 10-4, fois 10-4, parce qu'on a là le et. Et tout ça nous donne une probabilité de défaillance de 3 fois 10-6. Et maintenant, on va s'intéresser aux conséquences de l'explosion du boiler. Pour ça, on va se poser différentes questions. Est-ce que certains événements vont avoir lieu ou pas? Est-ce qu'il va y avoir par exemple une fuite d'eau? Est-ce qu'il va y avoir une fuite de gaz? Est-ce que s'il y a une fuite de gaz, ce gaz pourra exploser? Et on va dessiner un arbre qui représente ces différentes possibilités. Donc on commence avec la première question. Fuite d'eau, oui ou non? Si c'est oui, c'est possible qu'il y ait aussi une fuite de gaz. Donc on va avoir un deuxième embranchement avec de nouveau oui ou non.
Et si on a une fuite de gaz, alors c'est aussi possible que ce gaz explose, en particulier à cause de la veilleuse. Donc on va avoir un troisième embranchement avec un nouveau oui ou non. S'il n'y a pas de fuite de gaz, évidemment, il n'y aura pas d'explosion de gaz. Par contre, s'il y a une fuite d'eau, c'est possible qu'il y ait aussi une fuite de gaz, et dans ce cas-là, on va retrouver le même schéma que celui qu'on avait sur la partie supérieure de l'arbre. Maintenant, il faut évaluer les différentes probabilités de ces événements. Donc on va supposer qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait une fuite d'eau, parce que le tuyau d'eau est connecté directement sur le boiler, donc si ça explose, il risque d'être endommagé, donc on a mis 80% de chances que cela arrive. La fuite de gaz, il y a moins de risque, parce que le tuyau de gaz est assez loin, donc on l'a limité à 5%. Vous voyez qu'on note aussi la probabilité complémentaire pour la version négative, donc 95%. Et puis dans le cas où on a une fuite de gaz, est-ce qu'on aura une explosion? Il y a beaucoup de chances que ça arrive, parce que rappelez-vous, la veilleuse est toujours allumée, donc on a probablement 90% de chances que cela arrive. On recopie ensuite les probabilités dans les autres branches, et puis finalement on peut calculer la probabilité de ces différents événements. On voit que l'événement où il y a simplement une fuite d'eau a 76% de chances d'arriver, c'est un des plus probables. Et le deuxième plus probable, c'est le dernier, l'événement où il n'y a en fait que le boiler qui explose, parce qu'il n'y a ni fuite d'eau ni fuite de gaz. La somme des événements, des probabilités des événements va être égale à 1, ce qui est normal. Et là, on va identifier deux risques, qui sont le risque de fuite d'eau sans fuite de gaz, avec explosion du boiler, et le risque d'explosion du boiler uniquement. On va donner un coût du risque à peu près 10 000 francs pour l'explosion du boiler. Par contre, si on a une fuite d'eau, ça causera des dommages, donc on rajoute 100 000 francs, et ça fait 110 000 francs. Donc on a identifié deux risques dus à l'explosion. Le premier, c'est la surpression qui cause l'explosion du chauffe-eau et une inondation. Alors la probabilité que ce risque arrive, c'est la probabilité d'explosion qu'on avait calculée avant, 3 fois 10 puissance moins 6, fois les probabilités de l'arbre d'événements qu'on a trouvé avant, soit 0,76, ce qui donne 2,3 fois 10 moins 6 chances que ce risque arrive. Pour la surpression qui causerait une explosion puis la destruction du chauffe-eau, on a la même probabilité qu'avant, sauf ce coup-ci on multiplie par 0,19, ce qui fait une probabilité légèrement inférieure de 5,7 fois 10 moins 7. On peut supposer aussi qu'il y a des autres risques, par exemple tout simplement un risque qu'on n'ait pas d'eau chaude, c'est-à-dire qu'il y aurait un dysfonctionnement d'un élément du boiler. Comme il y a beaucoup d'éléments, on peut supposer que cette probabilité va être assez élevée, par exemple égale à peu près 1 fois 10 moins 3. La dernière étape consiste à évaluer ces risques en les reportant dans notre grille probabilité-gravité. On voit que le risque 3 a une probabilité assez élevée, mais une gravité qui n'est pas énorme. On va supposer une gravité de 2 dans ce cas-là, parce qu'on aime quand même prendre des douches et ça nous manque d'avoir de l'eau chaude. Le risque 1 avait une gravité très élevée, 110 000 francs, mais une probabilité basse, et le risque 2 a une probabilité encore plus faible, et une gravité aussi plus faible, donc il ne devrait même pas apparaître sur la grille. Dans notre cas, aucun des trois risques est inacceptable, mais on va supposer qu'on ait un risque numéro 4 qui soit lui inacceptable, donc on va devoir le traiter soit en réduisant sa probabilité, par exemple en rajoutant un composant plus sûr dans le système, ou en réduisant sa gravité, par exemple en plaçant le boiler au garage, par exemple, où il y a moins de dégâts s'il y a une fuite d'eau. On peut aussi complètement éliminer le risque, c'est-à-dire enlever le boiler, enlever la source du risque. On peut aussi transférer ce risque, et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va par exemple prendre une assurance qui va nous rembourser s'il y a des dégâts d'eau chez nous. Et finalement, si on revient à la méthodologie que je vous ai montrée au départ, on voit qu'il nous manque un suivi des risques. En fait, le but, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas des nouveaux risques qui apparaissent, par exemple dans une entreprise, ou que le système ne se dégrade pas et cause des nouveaux risques. Donc pour rappel, ce qu'on a fait, on a commencé par évaluer les différents critères de risque, donc on les a définis, par exemple les critères financiers, environnementaux, dangers pour les personnes. Après, on a décomposé notre système et on a essayé de comprendre son fonctionnement. On a aussi évalué des scénarios de danger en
tenant compte des différents dysfonctionnements des sous-composants ou des composants. Ces scénarios de danger, on a évalué leur probabilité et leurs conséquences en faisant une analyse d'événements. Et puis, grâce à ça, on a pu identifier une liste de risques qu'on a évaluée en les plaçant sur notre graphe probabilité-gravité. Certains d'entre eux étant inacceptables, on a dû les traiter en effectuant des actions de réduction des risques, comme on le voit ici. Donc voilà, c'était ce cours sur les analyses de risques. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous rappelle ici les différentes sources que j'ai utilisées